qu'ils sachent qu'ils peuvent les poser à notre frère. Donc voilà. Donc merci pour ce témoignage. Donc allons-y, posons des questions. Osons. Sinon j'en pose une. Hein, si vous en posez pas. La première est toujours la plus difficile. Hein. Voilà. Bon, et Eric, comment tu fais quand tu prends l'avion? Tu as parlé des difficultés. Ouais. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Je devais partir à Toulouse pour mon job. Nous étions parisiens à l'époque, au départ de Charles de Gaulle. Je prends un taxi, parce que c'était tôt le matin, et je dis au taxi, je vais à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, terminal 2D. Le taxi me conduit, il faisait nuit parce que c'était tôt le matin, et il me lâche à l'aéroport, et je rentre dans le terminal. Je regarde, j'essaye de voir sur les écrans les destinations, et je vois Berlin, Venise, que des destinations européennes, pas de Toulouse. Là, je me suis dit, oh là 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 là, dans quelle mouise je suis. Et puis l'heure commençait à avancer, et je comprends, à force de chercher des informations, je comprends que le taxi m'a lâché au terminal 2B. D'accord, je ne sais pas si vous connaissez l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, c'est grand. Et donc pour passer du 2B au 2D, oh, c'est 1 kilomètre, quoi. Donc là, au pas de charge, en costume cravate, c'est le meilleur moyen pour faire du sport, je rejoins le terminal 2D. Et en courant, je me disais, mais comment je vais faire pour trouver la porte d'embarquement de mon avion? Et je me suis dit, ben, je vais me mettre sous les télévisions, parce que les gens, c'est le point de regroupement, et puis je vais attendre, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus l'heure de votre vol s'approche, plus ça monte sur les télévisions. Donc pour moi, c'est inaccessible, quoi. Déjà, quand c'est face à moi, je me mets le nez sur la télé pour voir quelque chose. Donc vous imaginez quand c'est à 3 mètres du sol. J'avais aucune chance de trouver mon avion. Et puis comme j'étais orgueilleux, comme je vous l'ai dit, il était hors de question que je demande à qui que ce soit. Je lui ai dit, Eric, tu te débrouilles. Et à un moment donné, j'ai fait le pari en disant, les gens, quand ils regardent des écrans, ils verbalisent en même temps ce qu'ils voient. Quelques minutes après, 3 personnes arrivent près du totem où il y avait les télévisions, et l'un d'entre eux, en montrant du doigt, dit « Oh, Toulouse, porte 35 ». Je me suis dit « Waouh, ça c'est top ». Et dans ma tête, je vous promets, je me suis dit « Eric, opération marquage à la culotte ». Pardon hein, pour l'expression, mais les sportifs s'y reconnaîtront. Et je les ai suivis de partout dans l'aéroport. Et je vous promets, ils sont allés aux toilettes. Bah, j'y suis allé aussi. Hein. J'en avais aucune envie. S'ils m'ont repéré, ils ont dit à lui, c'est un pervers, c'est un dangereux, quoi. J'ai pris mon avion. Alors ça, encore une fois, pour le faire raccord avec mon témoignage, j'ai longtemps cru que c'était mon intelligence, ma volonté de réussir, ma volonté de me débrouiller tout seul. Mais qui a envoyé ces 3 personnes ? Il n'y a pas photo? Petit coup de pouce de Dieu. Tiens, Eric, je vais te filer un coup de main, je vais trouver 3 personnes qui vont t'aider. C'est ça. Dieu. Une autre question? Oui. Ah, il y a une question là-bas. Au travail, comment les collègues ont perçu votre problème et qu'est-ce qu'ils ont dit? Je reprends la question. Au travail, comment les collègues se sont rendus compte qu'il y avait un problème de vue? C'est une super question. En fait, il y a 2 époques dans ma vie professionnelle. La plus longue, j'ai caché un maximum de temps ma déficience visuelle. Alors mes collègues se doutaient que je ne voyais pas très bien, mais n'osaient pas en parler, parce que bon, j'étais le chef, donc on ne va pas dire au chef, bah, chef, tu vois que dalle, quoi. Bon, ils auraient pu le dire, ça ne m'aurait pas choqué, mais bon, j'étais dans cette stature où je ne peux pas avouer ma faiblesse. Il est hors de question qu'un manager puisse dire « je suis fragile, je n'y vois pas ». Et puis, il y a une deuxième période de ma vie professionnelle où finalement, c'est quand je suis arrivé dans l'appropriation, dont je vous parlais tout à l'heure, finalement,
j'ai dit à mes collaborateurs, j'ai dit, mais moi, j'y vois pas. Hein. Ils disent, oui, Eric, on s'en était bien rendu compte. Et j'ai dit, ça vous pose un problème? Ah non, 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 nous, tout va bien, hein, c'est pas un souci. J'avais des dispositifs pour agrandir les images sur mon écran, des dispositions de synthèse vocale pour lire les emails ou pour les dire, comme on dit à un téléphone portable aujourd'hui. Donc j'avais les outils numériques, puis comme j'étais informaticien de formation, bon, l'outil numérique ne m'a pas posé trop de problèmes. Mais je vais vous raconter encore une anecdote qui va vous faire sourire. Quand je suis rentré dans le groupe dans lequel j'ai fait l'essentiel de ma carrière, il y a une visite médicale à l'embauche. Et j'ai passé la visite médicale comme tout le monde. J'avais 20 quelques années. Je ne connaissais pas encore Anne-Lise. Je passe les tests, donc, et elle me présente le visio machin, là, il faut mettre la tête dedans, et elle fait défiler des trucs. Bon, alors moi, je pense que c'était des diapositives, avec des lettres comme quand vous allez chez l'ophtalmo pour vérifier votre acuité visuelle, quoi. Et puis moi, je me mets la tête dans l'appareil, et puis je sens bien qu'il y a noir, jaune, noir, jaune, noir. Donc je me dis, tiens, elle est en train. Vous voyez quelque chose? Non, non. Elle passe la diapo. Vous voyez quelque chose? Non, non. Puis elle a répété l'opération. Puis à la fin, elle n'avait plus de diapo. Parce qu'il n'y avait plus assez gros pour elle, quoi. Elle dit, je crois que mon visio machin, il ne marche pas. Je dis, non, ce n'est pas votre appareil qui ne marche pas, c'est mes yeux. Et là, l'infirmière, elle est restée sidérée. Elle dit, mais vous ne voyez pas? Je dis, ben non. Et personne ne l'avait remarqué, je ne l'avais pas dit, moi, à l'entretien d'embauche, que j'y voyais pas, sinon j'avais aucune chance. Vous imaginez, il y a 40 ans de ça, un jeune qui prend un poste d'informaticien dans un grand groupe, qui dit, j'y vois pas. J'avais zéro chance. Même aujourd'hui, c'est déjà, même si les entreprises recrutent de plus en plus des personnes en situation de handicap, c'est toujours un peu tabou quelque part, quoi. Donc non, ils n'ont pas... ils se sont adaptés et je me suis adapté et ça a très bien marché. D'autres questions? Ouais, merci Eric pour le partage. À la fin de ton témoignage, tu as dit se laisser convaincre. Jeu de France, c'est tout ce que j'ai noté. J'ai une question, comment tu te laisses convaincre par Dieu dans une situation comme ça, et même en règle générale, en fait? Ah. Merci d'avoir relevé ça. Comme je le disais, Dieu attend le bon moment, le moment où il y a une ouverture. Et il fait en sorte que cette ouverture, elle arrive à un moment donné. Alors, il peut y avoir des cœurs définitivement endurcis, c'est triste à dire, mais ça arrive d'avoir un cœur qui est fermé à Dieu à jamais. Quelle tristesse. Mais mon cœur n'était pas fermé. Il était sourd. Il était aveugle, quoi. Mais Dieu a travaillé, et avec patience, puisque ça a duré plusieurs décennies, comme je l'ai déjà dit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans mon, j'allais dire un mot un peu compliqué, mon cartésianisme, c'est-à-dire ma façon de raisonner plutôt cartésienne, on va dire, à un moment donné, j'ai pu trouver de solution. Je n'ai pas trouvé la solution par moi-même. Et en fait, Dieu m'a amené gentiment, mais sûrement, à dire, moi, j'ai plus de solution. La seule solution, c'est Dieu. Et c'est là où j'ai été convaincu, parce que j'ai été convaincu, pris par mon propre jeu, en disant, mais finalement, il n'y a que Dieu qui peut faire les choses, quoi. Parce qu'il n'y avait plus aucune solution pour moi. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à toucher le fond, creuser encore. Dieu m'a laissé creuser, quoi. Il a dit, mais vas-y, continue. Moi, je m'en fiche, j'ai de la patience. Moi, mon amour envers toi, il est immense et éternel. Donc, il te faudra le temps qu'il te faudra, mon cher Eric, mais tu verras. À la fin, c'est moi qui gagnerai. Et donc, moi, j'ai mis 40 ans à dire, c'est moi qui vais gagner, à peu près, enfin un peu moins. Et puis finalement, j'ai compris que c'était Dieu qui avait gagné, mais le jeu était faussé dès le départ. Parce qu'il est vainqueur de toujours. Sauf que c'est facile de le dire. Le vivre, c'est une autre chose, quoi. Vivre que Dieu est vainqueur sur toute chose, ça demande un certain apprentissage, mais notre formateur céleste, il est parfait pour ça. Oui ?
On va prendre le micro. On va te donner le micro. C'est pour que ce soit enregistré. Ma question, est-ce que vous portez un bandage sur le bras quand vous êtes en public pour voir que vous êtes malveillant ou malvoyante? Malvoyant, oui. Alors, non. Non, parce que je suis toujours quand même un peu rebelle dans mes attitudes. Hein. Je me laisse pas faire comme ça. Même si je sais que Dieu est aux commandes et qu'il pilote tout dans ma vie. J'aime bien faire le jeu. Si je ne vous avais pas dit que j'étais malvoyant, très peu d'entre vous l'auraient remarqué. Parce que je me suis adapté comme ça. Alors c'est un talent, c'est un don, c'est le déni qui m'a fait que je me suis adapté. On s'en fout en fait. C'est pas grave. Sauf que quand même je suis retors. Et il a fallu que je fasse, c'est encore la main de Dieu là-dessus. Il y a 3 ans ou 2 ans, je ne me souviens plus, Annelise, c'est quand je suis tombé. Bon, je suis tombé du quai du tramway à Lyon. C'était pas une petite estrade comme ça. Je pensais que j'étais au niveau des rails. Et en fait, il y avait un trou comme ça. Et je me suis bien abîmé le genou. Fracture du plateau tibial, rupture des ligaments croisés antérieurs. Enfin, le genou en vrac. Et donc, Annelise m'a grondé. Comme elle sait si bien le faire de temps en temps pour me recadrer. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas une canne? Canne blanche. Je dis, ah non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas être stigmatisé malvoyant, quoi. Et puis, bon, je suis dans un club de sport, un club de tandem, où il n'y a que des déficients visuels et des voyants, parce que c'est eux qui pilotent les tandems. C'est mieux, hein. C'est mieux. Parce que sinon, c'est un peu dangereux. Et donc, je côtoie énormément de non-voyants et de malvoyants dans ce club. Et une dame de ce club m'a dit, mais Eric, tu devrais prendre une canne. Venant de la part d'une non-voyante, ça m'a, entre ce que disait ma femme et ce que me disait cette collègue du club, je dis quand même. Et j'ai une canne blanche dont je me sers pas assez souvent au goût de ma femme, mais je m'en sers la nuit, parce que la nuit, alors là, on a beau dire, tous les chats sont gris, c'est vrai. Je vois rien la nuit. Donc si je n'ai pas ma canne, je suis quand même très pénalisé pour me déplacer. Et surtout, c'est que je ne capte pas les gens qui arrivent en face de moi sur un trottoir. Et donc je peux les capter, mais 50 cm avant que je les percute. Et ça, c'est désagréable. Ça m'est déjà arrivé de percuter quelqu'un, enfin percuter les 2 épaules qui se touchent, quoi. Mais la personne ne comprend pas. Ben, je ne peux pas lui dire, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Et lui, il va falloir qu'il arrête de boire parce qu'il n'est pas bien, quoi. Donc en fait, ma canne me permet aussi de surtout me signaler par rapport aux gens, en disant attention, je suis malvoyant, quoi. Et la première fois où j'ai essayé ma canne, petite anecdote qui va vous faire sourire, j'étais dans notre cours Lafayette à Lyon, là à côté de chez nous, et je sors le soir avec ma canne. Puis moi, ma canne, je ne la balaye pas comme ça parce que je ne vois rien de ce qu'il y a devant. Donc je la laisse devant, puis si elle touche un truc, c'est qu'il faut que je m'arrête de marcher. Et je perçois, alors c'était entre chien et loup, il y avait encore assez de lumière pour que je perçoive les choses. Et il y a un groupe de personnes qui étaient dans la largeur du trottoir. Et moi, j'arrive avec ma canne, et un peu par affront, je ne bouge pas d'un iota ma trajectoire. Et là, ils se sont écartés. Je me suis dit, tiens, je me prends pour Moïse maintenant, j'écarte les gens, quoi. Non, mais Moïse a fait des choses tellement extraordinaires, je ne me compare pas à lui, hein. C'est juste, voilà, là aussi, la main de Dieu est là, quoi. C'est comment transformer des choses qui potentiellement sont douloureuses. En fait, il faut les transformer avec humour aussi. En disant, mais Dieu, tu permets ça, c'est cool. Moi, ça me fait marrer de me balader avec ma canne blanche, quoi. Dans le tram, les gens me laissent la place assise, hein. Bon, ben, je la prends. J'avais une petite question pour toi, Eric. C'était, tu parlais de ton rapport à tes enfants, notamment, tu donnais l'exemple du trottoir et de ton fils qui donnait la main. Et je me demandais, avec le temps, maintenant qu'ils sont adultes, si eux, ils t'ont fait un retour sur cette enfance et l'homme que tu es devenu. Est-ce que ça a été quelque chose d'édifiant pour eux? Est-ce que c'était une souffrance uniquement? Comment eux l'ont vécu?
Je pense que l'avantage des enfants, c'est qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de filtre. Pour eux, avoir un papa qui voit pas bien, ils n'en avaient rien à faire. Papa conduit jamais la voiture, ben ouais. Eux, ah bon, c'est maman qui conduit. Ça, ils ont, dans toute leur enfance, je pense que pour eux, il y avait, ok, papa il voit pas bien. Si papa, quand tu es devant la télé, tu peux te décaler parce que nous on la voit plus parce que tu es plein de vent, quoi. Non. Donc, mais pour eux, c'était naturel, en fait. Ils ont intégré ça depuis leur premier biberon, j'allais dire. Et pour eux, c'est totalement naturel. Et même maintenant, bon, ils savent que je ne vois pas. Des fois, ça les fait marrer. Des fois, ils me chahutent un peu sur le sujet. Mais toujours avec bienveillance. Je ne sais pas répondre si est-ce qu'ils m'ont senti différent. La seule chose que je pense, et Annelise pourra peut-être confirmer, mais ils ont vu un homme au travail, un papa au travail, quoi. Et s'il y a, allez, deux choses dont je suis fier en tant que papa. La première, c'est que nos enfants sont à Christ. Et la deuxième, c'est que la valeur travail, excusez-moi, j'ai prévu les mouchoirs, hein, je savais que ça allait se passer. Et la deuxième, c'est que la valeur travail, ils savent ce que c'est parce qu'ils ont vu un papa au travail, quoi. Sauf qu'ils l'ont un peu transformé différemment, parce que moi, je bossais comme un dingue. Eux, ils ont fait des super études, tant mieux pour eux. Et c'est eux qui décident les choses, s'ils veulent travailler comment. Et en fait, ils partagent beaucoup mieux leur vie pro et leur vie perso. Moi, j'avoue, et pardon à ma famille, je me suis tellement engagé dans le travail. Heureusement qu'Annelise assurait comme une dingue la maison et l'éducation des enfants, parce que moi, j'étais finalement pas si présent que ça, quoi. Mais je pense qu'ils ne me l'ont jamais reproché, je ne crois pas, Annelise. Hein. Ils ne m'ont jamais reproché d'avoir trop travaillé. Je pense qu'ils étaient fiers de ce que je faisais, quoi. Et j'ai essayé d'être un bon papa. Je ne sais pas si j'ai réussi. Est-ce que c'est important, finalement? Voilà, la seule chose la seule chose qui me suffit, c'est de les savoir à Dieu. J'avais une question aussi pour vous. Je te vois pas bien, ouais, tu peux lever le bras? Je suis au fond. Ah, ok, je vois un bras s'agiter dans le fond. Ouais. Comme quoi, je vois un peu quand même. Vous disiez que pendant toute cette période, vous aviez fréquenté l'église, que voilà, vous faisiez partie d'une assemblée. Oui. Je voulais savoir comment l'église a pu vous soutenir pendant cette période. Est-ce que vous avez trouvé dans l'église du soutien moral, du soutien dans la prière, etc. Super question. Je vais dédouaner la responsabilité de l'Église. J'en ai jamais parlé. Et si spontanément vous ne parlez pas d'une douleur, si spontanément vous ne parlez pas à vos frères et sœurs d'une fragilité, de quelque chose qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer, ben, vos frères et vos sœurs, ils ne peuvent pas le deviner. Si vous n'en parlez pas, ils ne peuvent pas le deviner. Et moi, il était hors de question que j'en parle. Encore une fois, j'étais dans le déni pendant une vingtaine d'années en disant, je vais m'en sortir tout seul, quoi. J'ai besoin de personne. J'ai même pas besoin de mes frères et sœurs en Christ, quoi. C'était ça ma position. Donc en fait, je n'ai pas eu de soutien de l'Église, mais je ne l'ai pas demandé. Et sans nul doute, je serais allé vers des frères et des sœurs de l'Église pour leur dire, je galère, franchement, j'en ai ras-le-bol. C'est vraiment difficile pour moi de perdre la vue semaine après semaine et d'être dans les difficultés toujours grandissantes, parce qu'à chaque fois que je perds la vue, il faut que je me réadapte à mon environnement. Il y a des choses que je voyais, que je ne vois plus.
À chaque fois, c'est remettre du charbon dans la chaudière pour y arriver, quoi. J'aurais pu me confier à mes frères et mes sœurs, mais non, j'étais aveuglé par mon orgueil en disant « Eric, je vais y arriver tout seul comme un grand, quoi. » C'était mon aveuglement, quoi. Donc je dédouane évidemment tous mes frères et sœurs de l'église de l'époque, parce que je ne leur ai pas dit, parce que je n'ai pas demandé leur soutien. Peut-être qu'ils l'avaient remarqué, qu'ils priaient pour moi, j'en sais rien. Ça répond à votre question? Moi aussi j'avais une question. Ouais. C'est surtout avec votre famille. Mais du coup, vous disiez que votre maladie pour les yeux, elle était héréditaire. Oui. Mais du coup, vos enfants ou les enfants de vos frères, ils ont eu cette maladie aussi ou pas? Alors, excellente question. Merci. C'est en effet une maladie héréditaire. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails techniques parce que c'est pas trop l'objet. Mon frère aîné était l'un des premiers cas en Europe pour cette maladie. C'est tellement elle est rare, quoi. Et on a découvert il y a un peu plus de 30 ans que la maladie était portée par le chromosome 1. Donc il y a un truc dans la chaîne de l'ADN. Hein, l'ADN, vous savez ce que c'est? Mais il y a un code il y a un bug. On va dire ça comme ça en informatique. Il y a un bug qui fait que je suis atteint de cette maladie et que 2 de mes frères ont été atteints aussi de la même maladie et un de mes frères ne l'a pas eu. Mes parents étaient porteurs sains parce qu'un chromosome, c'est 2 allèles. Alors, je vais faire un cours de génétique, mais je ne suis pas généticien pour autant. Donc, le papa et la maman amènent chacun la moitié de leur patrimoine génétique avec leurs défauts, parce qu'on a tous des petits défauts, quoi. Et il se trouve que mon papa et ma maman, ils avaient le même défaut sur leur chromosome 1, mais que la moitié du chromosome 1. C'est pour ça qu'ils n'ont pas déclaré la maladie. Quand ils ont fait des enfants, sans le savoir, eh ben, ils avaient une chance sur 4 que les 2 parties se retrouvent pour former le chromosome 1 d'un enfant. Il y avait une chance sur 4 pour que les 2 mauvaises parties s'assemblent. Parce que mauvais, bon, ben, ça fait rester bon. Bon, mauvais, ça restait bon. Bon, bon, c'est toujours bon à manger. Et mauvais, mauvais, pas de bol, c'était nous. Donc il y avait une chance sur 4. Et comme on était 4 garçons, on a été 3 à être touchés. La science a longtemps cru que c'était lié au chromosome masculin. Et en fait, pas du tout. C'est le chromosome 1 qui porte ce gène. Donc moi, mon chromosome 1, les 2 allèles portent le bug de ma maladie. Nos enfants, nos 3 garçons, ça veut dire que je leur ai transmis la moitié de mon patrimoine génétique. Donc, mes enfants, nos enfants sont dans l'état génétique qu'étaient mes parents. Donc, ils ne déclareront pas la maladie, puisqu'ils ont en caractère récessif, pardon, c'est un peu compliqué ce que je dis, ils ont le gène, mais le bon l'emporte sur le mauvais. Hein, ça, c'est comme avec Dieu. Le bon l'emporte toujours sur le mauvais. Et il faudrait que nos fils, s'ils ils ont un jour des enfants, il faudrait qu'ils aient une femme qui soit dans l'état génétique comme ma mère pour avoir une chance d'avoir des enfants comme moi. Autrement dit, la probabilité, elle est proche de 0. Et pour l'anecdote, avec Annelise, quand on a rencontré une généticienne qui a découvert le gène sur le chromosome 1, nous a dit ben, la maladie commence à vous et s'arrête à vous. Là, en probabilité, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Et nos enfants, bah, ils sont porteurs de la maladie, mais ne la déclareront pas. Et il y a peu de chance s'ils ont des enfants qui transmettent la maladie à vos enfants. Et même si c'était le cas, ok, bon, bah, ils ne verront pas, c'est pas grave. Ils auront leur papy pour leur montrer qu'il y a une voie. Et surtout peut-être Dieu qui leur montrera qu'il y a une voie. Oui, ici. Oui. Oui. Alors, en face, voilà. Ouais. Juste, quand il y a quelqu'un qui est en déni face à vous, face à sa maladie, et quelqu'un de proche, comment... parce que moi, ça fait beaucoup souffrir des gens autour de moi. Il y a une personne de ma famille qui est handicapée, mais qui nie son handicap et qui
et qui du coup fait des choses qui peuvent nuire à sa santé ou même à sa... Et en fait, c'est très dur à vivre, et notamment pour mes parents. Et je voulais savoir comment on devait réagir face à cette personne qui nie son handicap. Il n'y a pas de recette. Je ne crois pas qu'il y ait une recette. En fait, il y a une recette, elle est strictement personnelle, la recette. Cette phase de déni, en fait, ce que je vous ai raconté dans mon témoignage, on peut la comparer à une courbe de deuil. Quand on est dans le deuil, on refuse de voir. On est dans toute la partie déni. Après, il y a une partie colère. On se révolte contre cette injustice, si on peut dire ça comme ça. La maladie est une injustice quelque part. Et puis après, on remonte la pente. Le problème, c'est que cette courbe, il faut la franchir. Et chaque personne est différente. Et chaque courbe est différente pour chaque personne. Et être dans le déni, c'est une manière de dire « je suis vivant » aussi. Et c'est une manière de dire « je refuse de me laisser abattre par ma maladie ». Mais en même temps, il faut comprendre, je ne sais pas si cette personne dont vous parlez est chrétienne ou pas, mais il faut comprendre que Dieu est à la manœuvre. Moi, j'ai mis 30 ans, presque 4 décennies à le comprendre, quoi. Tout en étant chrétien, c'est ça qui est un peu hallucinant, quoi. Dieu, il m'a laissé mijoter, mais sévèrement, quoi. On se dit, mais toi, t'as pas encore... C'est comme un bon bœuf bourguignon, il t'a pas assez mijoté, hein. Tu seras bien meilleur après. Après 20 heures de cuisson, ça va être bon, quoi. La viande va être tendre. Tout ça pour dire que y a un travail qui se fait et Dieu prépare le terrain. Et il faut simplement dire peut-être à cette personne en disant, mais tu sais que Dieu travaille pour toi. Dieu est en train de t'emmener là où il veut exactement te voir dans l'instant où lui va le décider. N'oublie pas que Dieu est avec toi. N'oublie pas que Dieu, même s'il permet ta maladie, même s'il a permis ton handicap, il va en faire quelque chose. Parce que chaque être humain, chaque chrétien a un rôle à jouer pour glorifier Dieu. On n'est pas tous appelés à avoir des rôles exceptionnels. On n'est pas tous appelés à la même chose. On n'a pas tous les mêmes dons. Mais qui que soit que nous sommes, Dieu a quelque chose de précis pour vous. Il a un plan précis pour chacun d'entre vous. Pour moi, pour vous. Il a un plan. Le plan se déroule sur une vie humaine et Dieu l'emmène là où il a envie de l'emmener et choisira le bon moment. C'est ça qui est réconfortant. Peut-être que ces paroles pourraient encourager. Mais c'est très personnel, je reconnais. Voilà, peut-être une dernière question. Ah, il y en a 2 dernières. Bon, après, je suis à votre disposition, même après. Hein, venez me voir. Tu nous as dit tout à l'heure que tu reconnaissais ta femme à son pas. Est-ce que tu as senti une évolution de ton audition ? Ah oui, alors pas de bol, parce que je deviens sourd aussi. Bon, ça c'est l'âge, hein. Bon, ça fait partie de la vieillesse. Et pour tout vous dire, mardi, je vais me faire poser je vais avoir des prothèses auditives, parce que je commence à moins bien entendre. Cela dit, en perdant la vue, j'ai développé le sens de l'audition. C'est pas que j'entends mieux que tout le monde. C'est qu'il y a des sons qui m'apportent beaucoup d'informations auxquelles les voyants ne prêtent pas attention. Parce que le cerveau, c'est une mécanique extraordinaire, le cerveau. Il choisit ses canaux d'information, ses canaux d'information. Et quand la vue vous donne une information extrêmement rapide, le cerveau, c'est un feignant. Il prend là où il obtient l'information qui lui demande le moins d'énergie possible. Moi, comme j'ai plus mes yeux, ou tellement peu, finalement, mon cerveau s'est entraîné à traiter des sons comme étant des informations. J'entends un vélo dans la rue. Pourtant, j'ai besoin d'une prothèse auditive. Mais le son que produit un vélo, je le sais. Et mon cerveau dit, attention, tu vas traverser une route, il y a un vélo. Tout le monde me dit, attends, avec les voitures électriques, ça fait du bruit une voiture électrique hein, quand même. Hein. Et ça s'entend. Et donc, il y a des sons qui m'apportent beaucoup d'informations. Et avec Anne-Lise, quand on donne rendez-vous dans un magasin, elle sait que dans la foule, je ne vais pas la voir. Mais dans la foule, si elle porte des talons,
parce qu'avec les baskets, c'est plus dur. Mais si elle porte des talons, ben, à son pas, je suis capable de la reconnaître à 15-20 mètres, quoi. Rien que le bruit du pas qui se pose sur le bitume, mais ça, c'est le son du pas est personnel, quoi. Je reconnais les gens à leur silhouette. Je reconnais les gens à leur voix. Alors, évidemment, je ne suis pas un génie, je ne suis pas non plus Superman, hein, je vous l'ai dit. Ça, c'est juste que mon cerveau s'est adapté, parce que Dieu nous a parfaitement fait, et qu'on a un cerveau qui est capable de faire plein de choses, et qu'on ne l'utilise pas si bien que ça, quoi. Et je ne mémorise pas toutes les voix. Ce n'est pas parce que je parle 5 minutes avec vous qu'à jamais, dans ma mémoire, j'ai votre voix. Non. Il faut que mon cerveau s'entraîne à reconnaître les voix, à reconnaître les silhouettes. Et des gens que je vois régulièrement, que j'entends régulièrement, je me souviens très bien. Après, des gens que je croise 15 minutes, bah non, mon cerveau, il ne va pas l'enregistrer, ça, c'est sûr. Donc voilà, je reconnais ma chérie à son pas. Et pas que. À sa silhouette aussi. Et à sa grande beauté. Oui, coucou. De l'autre côté, là. Voilà. Merci. Pour nous donner peut-être l'occasion de regarder les choses différemment, qu'est-ce que tu as pu voir ou contempler avant tes 18 ans qui te manque maintenant? Alors, ce qui me manque maintenant, et qui me pose beaucoup de problèmes, parce que je continue à perdre la vue au fur et à mesure que je vieillis, donc c'est toujours une évolution. J'ai perdu la vue très très vite entre 18 et 25 ans. Je suis passé de 10 dixièmes à 1 dixième, comme je vous l'ai dit. Et puis maintenant, depuis 50 ans, 40 ans, bah, je continue à me dégrader, enfin ma vue continue à se dégrader. Ce qui me gêne particulièrement maintenant, qui ne me gênait pas avant, c'est que je ne reconnais pas les visages. Donc je ne peux pas identifier les personnes. Et ça, d'un point de vue social, c'est super sclérosant. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent et qui oublient que je ne vois pas. Et qui disent « Salut Eric, comment tu vas ?» Ben, je ne sais pas qui t'es. Mais c'est toujours difficile de dire à quelqu'un qui vous connaît bien « Excuse-moi, mais je ne vois pas qui tu es. » Au niveau social, ce n'est pas top, quoi, hein. Donc ça me gêne. La beauté des visages et le fait de reconnaître les gens, de reconnaître mes semblables, ça me fait mal au cœur, quoi. Ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler un peu encore, quoi. Parce que ça me... En plus, je suis plutôt un être social et relationnel, donc j'aime bien rentrer en relation avec les gens, mais quand je ne reconnais pas les visages, c'est un peu dur, quoi. Après, sur des choses très belles, moi, je suis encore fan de coucher de soleil. Je perçois ce que je perçois. Mais même avant, quand j'y voyais, ou même maintenant où j'y vois presque plus, ben, un coucher de soleil, je trouve ça magnifique, quoi. Un paysage de montagne, quand je fais du tandem, parce que je suis un fan de tandem, j'ai beaucoup de paysages. Mon pilote me décrit souvent les paysages. Il me dit, tiens, il y a des vaches là. Je ne suis pas près de la voir, la vache. Mais par contre, c'est vert. Il y a des verts différents. Ça, j'arrive à capter à peu près les différences de couleurs. Moi, je trouve ça beau. En fait, tout ce que je vois, je trouve ça beau. Même si je le vois très peu, quoi. La création est belle, qu'on la voit bien, avec précision, avec beaucoup de détails, ou quand on la voit comme moi, dans le flou artistique, mais c'est Dieu l'artiste, c'est pas moi. Donc moi, ça me réjouit, quoi, en fait. Donc j'ai pas de regrets, pas de remords par rapport à ça, juste la reconnaissance des visages, ça me perturbe un peu, quoi. Voilà, on va Merci. arrêter ici, et comme l'a dit